À bord, Queenstown, le 27 juillet 1917. Ma chère petite maman, ma femme chérie, ma pauvre fille, ton grand revient de loin, ses camarades aussi. Les vaches de Bosch nous ont torpillés. Rassure-toi bien vite, ma chérie, tu vois bien par ma lettre que je ne suis pas mort. Je ne suis même pas blessé, pas même une égratignure. Personne sur 39 que nous sommes à bord n'a été égratigné. Ma chérie, nous sommes partis de Queenstown samedi 21 à 8h30 du soir, au milieu des hurrahs frénétiques des soldats et passagers d'un paquebot venant du Canada qui venait d'entrer en rade. Nous sommes partis escortés de 2 contre-torpilleurs. Tout alla bien, sans incident, jusqu'au lendemain dimanche 22 à 1h55. Devant prendre mon quart à 2h dans la machine, je suis monté de ma chambre où je venais de faire la sieste sur le pont pour faire pipi avant de descendre en bas. En montant, j'entends des cris sur le pont et le signal d'alarme, signal de combat. J'arrive sur le pont et j'aperçois par le travers tribord à mur une torpille à toute vitesse qui avait l'air de vouloir arriver à destination. Mais sur la passerelle, l'officier de quart, le 2e lieutenant M. Faller, veillait avec attention. Ayant aperçu la torpille le premier, il donna les 3 coups de sirène du poste de combat et, avec le commandant, M. Quédru, manœuvra le radioléine pour éviter la torpille. La manœuvre réussit juste et le cigare monstrueux que des Boches voulaient nous offrir après notre café est passé à 3 mètres sur l'arrière de notre gouvernail. Alors je suis descendu dans la machine pour prendre mon quart et nous avons forcé à toute puissance jusqu'à 3h30 de l'après-midi. Les contre-torpilleurs et nous avons tiré quelques coups de canon au jugé, car le sous-marin Bosch ne s'est pas fait voir. Le lendemain, lundi 23, notre escorte nous a quittés à 8h du matin. Le soir, à 7h10, alors que je finissais de dîner avec M. Faller, nous parlions des incidents de la veille et nous disions même que le Bosch avait dû groumer en voyant qu'il n'avait pas fait but. Nous reçûmes un choc formidable, accompagné d'une forte détonation. Nous nous sauvâmes aussitôt du carré et montâmes sur le pont juste à temps pour nous faire toucher par l'énorme trompe d'eau qui s'était élevée bien au-dessus de notre mâture. Les cochons de Bosch venaient de nous envoyer une torpille qui avait frappé le navire au-dessous de la passerelle de commandement, faisant un trou dans la coque à bâbord par lequel passerait une grande charretée de foin. Le navire commença à prendre de la gîte sur bâbord. Je redescendais dans la machine où était le chef mécanicien et aussi M. Fourmeau. Je te joins, ma chérie, la photo du radio que je viens de découper dans le Monde illustré. J'y ai marqué le trou. Il n'est pas si régulier, mais pour te donner une idée, regarde le trou du pétrolier qui est en dessous. Si notre bateau avait été un cargo ordinaire, il aurait coulé en moins de 2 minutes et nous aurait engloutis avec lui. Nous fûmes les manœuvres commandées par la passerelle. Lorsque nous eûmes stoppé la machine, l'équipage mit avec beaucoup de peine les embarcations de sauvetage à la mer. Avec beaucoup de peine, car la houle était forte, mais avec beaucoup de calme, comme à l'exercice. Après avoir été chercher des vivres dans la cambuse avec M. Maheo, le second capitaine, nous sommes sortis les derniers dans le you-you avec le commandant, le chef mécanicien et le premier chauffeur. Nous étions à 50 mètres du radioléine lorsque le sous-marin Bosch se leva au milieu de nous. Il fit le tour du bord, sans s'occuper de nous, et disparut. Eh bien, ma chère Marie, je puis te l'assurer, j'ai souvent passé de meilleures nuits que celle-là. Nous étions déjà 3 de plus qu'il ne fallait dans notre baleinière, et nous avions parmi nous 2 gosses, le mousse de cuisine et le petit mousse, un gamin de 17 ans et l'autre de 13. Ces pauvres pétieux n'en menaient pas large.
D'autres, parmi les hommes, avaient le mal de mer. Avec la grosse houle qui nous ballottait toute la nuit, ils se laissaient aller au désespoir. Il est vrai que la perspective n'avait rien de folichon. Si notre radioléine avait sombré, il est fort probable que fort peu d'entre nous auraient revu la Terre. Car nous n'étions pas sur une route suivie et nous en avions au moins pour 15 jours dans nos embarcations avant d'atterrir. Et en 15 jours, dans des conditions semblables, il se passe bien des choses. Le Boche ne nous a pas canonnés dans nos embarcations, mais il savait bien ce qu'il faisait. Il croyait bien que le radio était touché à mort et n'a pas voulu user d'autres munitions sur nous. Et ce, bien certain du sort qui nous aurait été réservé. Ah, les vaches de Boche! Alors donc, ma chérie, le lendemain, au petit jour, nous nous retrouvâmes les 4 embarcations aux environs de notre navire. Après nous être concertés, nous sommes montés à bord à 4h45. Nous avons rallumé les feux à 5h, hissé nos embarcations, redressé le bateau, et à 6h40, nous mettions en route pour la terre. Nous n'allions pas vite avec le trou béant dans notre flanc gauche et les tôles de la coque qui saillaient en dehors. Et je t'assure qu'il n'y avait pas de fainéant nulle part. Nos zouaves, dans la chaufferie sur le parquet défoncé, avaient de l'eau jusqu'aux genoux et tombaient en chargeant le fourneau. Ils se relevaient et recommençaient. Avec tout ce que nous avons pu trouver, nous avons en marche fait un parquet de fortune. Et alors nous avons pu assécher à peu près la chaufferie et travailler les feux avec moins de peine. Mercredi soir, vers 7h30, nous avons rencontré un patrouilleur qui nous a escorté une partie de la nuit et qui nous a perdus dans la brume. À 2h du matin, hier, nous nous sommes trouvés tout à coup à pas 200 mètres de la côte, à 50 mètres des récifs. Un peu de plus, après avoir échappé 2 fois aux vaches de Boche, nous faisions naufrage. Une fois de plus, ma chérie, nous l'avons encore échappé belle. Tout ça de la faute à cette abominable race de Boche. La torpille, en faisant l'explosion, avait faussé nos compas. Enfin, vers 8h30, hier matin, en longeant la côte, nous avons rencontré un autre patrouilleur qui nous a escortés jusqu'à l'entrée de la baie de Queenstown, où nous avons mouillé vers 12h30. Voilà, ma chérie, notre histoire. Les Boches sont vaches. Nous abandonner à 450 milles de terre. Eh bien, nous les avons baisés quand même. Et le commandant du sous-marin fera une sale gueule quand il apprendra que le radio n'est pas au fond. Il est vrai qu'on n'a pas idée de ça. S'amuser à découcher à 450 milles en plein océan, à peu près 820 à 830 kilomètres. Maintenant, chère petite maman, je reprends la plume pour te dire au moins que je suis très content, tout de même, d'avoir pu, avec tous les camarades, nous ramener avec notre chère radio, et de pouvoir encore, ma femme chérie, te charger d'embrasser bien fort, Bidu, Bidu, nos 2 mignonnes chéries, pour leur papa qui vous chérit toutes les 3, et qui t'envoie tout son cœur, avec toutes ses pensées. Je te charge aussi, ma chère femme, de rassurer toute la famille, et de souhaiter le bonjour et une bonne santé à tout le monde. Je te dis de rassurer la famille parce que la nouvelle de notre torpillage sera peut-être connue par les journaux, comme peut-être bien que non. Écris-moi, ma chérie, pour me donner de tes nouvelles, et aussi dis-moi si on en a de Frédéric. Et voilà, ma chérie, le bateau flotte et la santé est bonne, et nos vacances vont recommencer. En attendant, ma chérie, que nous sachions à quoi nous en tenir sur nos réparations, je t'envoie tout plein de gros baisers pour partager avec la grande et la petite sœur. Ton grand qui t'aime et t'embrasse de tout cœur. Paul. Nous, commandants du bâtiment submersible Germinal, certifions que le sieur Nicole Paul, né le 11 mars 1886 à 40 ans, les yeux roux, le nez long, la bouche moyenne, menton à fossette, visage ovale, taille de 1,7 m, engagé volontaire pour 5 ans le 1er avril 1905,
a tenu pendant qu'il a été embarqué sur le dit bâtiment une conduite exemplaire et qu'il a toujours servi avec zèle, honneur et fidélité.